Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. À 24 heures des législatives en Allemagne, le camp d'Angela Merkel y croit encore. La chancelière se mobilise une dernière fois au profit d'Armin Laschet, donné perdant face au social-démocrate Olaf Scholz. Nous irons à Charmey pour la traditionnelle des Alpes, qui pour la deuxième année consécutive s'est déroulée en petit comité. Nous retrouverons Anna Schlepfer sur place. Et puis en hockey sur glace, en National League, nous reviendrons sur la victoire d'Ajoie hier soir face aux champions en titre Zug. Les Ajoulots se sont imposés 3-2. En Allemagne, donc, à la veille des élections législatives, les partis mobilisent leurs troupes. Conservateurs et sociaux-démocrates sont au coude à coude dans les sondages. Le candidat du centre-droit, Armin Laschet, donné perdant face au SPD Olaf Scholz, peut compter sur Angela Merkel pour un meeting de la dernière chance. Jos von Reding. Pour les partis, c'est le sprint final en vue de la chancellerie avec en pôle position dans les sondages le sociodémocrate Olaf Scholz. Sa campagne sans faute peut lui permettre aujourd'hui de rêver à une fin de règne des conservateurs. Nous avons besoin d'un nouveau départ pour l'Allemagne. Nous avons besoin d'un changement de gouvernement et nous voulons un gouvernement dirigé par le SPD. Pour remplir ces objectifs, nous avons besoin de partenaires favorables à nos mesures. Par exemple, nos sympathiques amis des Verts. Une coalition avec les Verts qui, dans les sondages, sont en retrait. Mais à Düsseldorf, Annalena Baerbock n'entend pas se contenter d'un strapontin alors que les questions climatiques se font de plus en plus pressantes dans le débat public. Nous ne pouvons plus nous permettre de demi-mesures. Nous avons besoin enfin d'un gouvernement qui se battra pour le climat de toutes ses forces, de tout son cœur et avec passion. Reste que les conservateurs de la CDU-CSU n'ont pas dit leur dernier mot. Angela Merkel plaide pour son dauphin, Armin Laschet, garant selon elle de stabilité pour le pays. Parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils construisent des ponts lorsque de nouveaux problèmes apparaissent. La CDU et la CSU sont les partis qui doivent diriger le prochain gouvernement. Ces derniers meetings réussiront-ils à inverser la tendance? Premiers éléments de réponse demain au sortir des urnes. Les images avaient choqué le monde entier, des milliers de migrants haïtiens massés à la frontière entre le Mexique et les USA. Ils ont été évacués. Certains ont pu entrer provisoirement aux États-Unis pour demander l'asile. Tristan Dessert. Le camp de fortune qui s'était installé sous le pont de l'autoroute est maintenant vide, évacué et nettoyé. Près de 30 000 personnes, pour la plupart des Haïtiens, s'étaient massées le long de la frontière avec le Mexique, dans l'espoir d'immigrer aux États-Unis. 2000 d'entre eux ont été expulsés par avion vers Haïti, d'autres sont retournés au Mexique. Des gens de l'Institut mexicain de l'immigration nous disent qu'ils vont nous aider, que le gouvernement envoie de l'aide. Mais après, ils nous arrêtent et ils renvoient certains d'entre nous. 12 400 personnes ont pu être autorisées à entrer provisoirement aux États-Unis. Ils pourront y faire une demande d'asile, mais devront quitter le territoire si elle est refusée. Cette semaine, les images de ces gardes-frontières à cheval tentant de refouler les migrants avaient choqué. Joe Biden s'est exprimé à ce sujet hier soir. De voir les gens traités comme ils l'ont été, les chevaux les écrasant, les gens étant attachés, c'est scandaleux. Je vous le promets, ces agents vont payer. Il y a une enquête en cours et il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. C'est une honte. Mais c'est plus qu'embarrassant, c'est dangereux, c'est une faute. L'immigration clandestine reste une épine dans le pied du président américain, critiqué à gauche comme à droite, et coincé entre l'exigence d'humanité et le besoin de maîtriser les entrées illégales. Retour en Suisse, vous l'avez peut-être suivi en direct sur la RTS. La traditionnelle des Alpes de Charmey a eu lieu ce matin. Très peu de spectateurs en raison de la situation sanitaire. On va retrouver Anna Schlepfer sur place. Anna, le public absent est un manque important pour la région.
Oui, mais c'est vrai que d'habitude, là, des Alpes de Charmey, c'est plus de 10 000 personnes qui assistent au défilé des troupeaux qui reviennent de l'alpage après l'été. Alors cette année, comme l'année dernière, il n'y a qu'une poignée de spectateurs qui ont pu y assister au village à Charmey. Mais franchement, aujourd'hui, avec le beau temps, le cœur était quand même à la fête. Il faut dire qu'à Charmey, la des Alpes, c'est une institution, c'est incontournable dans la région. Et puis pour les agriculteurs, c'est vraiment l'aboutissement de tout le travail qu'ils ont fourni durant l'été à l'alpage. L'un d'eux me disait que c'est même l'un des rares moments dans la vie d'un agriculteur où on a la chair de poule. Alors maintenant, tous les troupeaux ont défilé à Charmey, certains ont même déjà regagné leur maison en plaine. Pour d'autres, le chemin est encore long avec presque 20 km encore à parcourir. Merci beaucoup, Anna. Et vous allez voir maintenant comment un motard accidenté a eu l'idée de développer un maillot capable d'assurer la sécurité des pilotes de rallye. Ce maillot mesure les constantes vitales. Il a été réalisé par les étudiants en ingénierie de la Haute École Arc, Mathieu Opliger, Léa Gelmini. Nicolas Monin est pilote amateur. Son rêve, le Dakar. Il a participé à l'aventure en 2016, une aventure qui s'est mal terminée. Ça aurait pu être mortel en fait. J'ai eu une chute à plus de 100 km/h. Je me suis fait enfermer dans la poussière d'un concurrent qui me précédait. Quand j'ai eu la poussière qui s'est dissipée, en fait, j'avais plus de piste. Je suis tombé à un endroit, personne ne m'a vu, personne n'est venu m'aider. Il roulera encore 900 km avec des côtes, des vertèbres et une main fracturée. À bout, il est contraint d'abandonner. Cette mésaventure lui donne une idée, un maillot connecté qui capterait les constantes vitales et permettrait d'envoyer des alertes en cas d'accident. Il en parle à son ami Tino Coco, ingénieur. De plus en plus, on parle de sécurité des différents pilotes ou des différents acteurs de différents sports. Et je pense que de se préoccuper de ces aspects-là, on parle de vie, on parle de vie humaine. Le dernier Dakar, il y a eu 2 morts. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus sur l'importance de la sécurité de ces acteurs. Il prend donc contact avec la Haute École Arc. 2 étudiants en ingénierie développent le projet et créent des prototypes pour leur travail de bachelor. Si on arrive à simuler comme la vitesse d'une respiration, puis voilà, pas mal. Vincent Béguin s'est occupé de la partie électronique de ce maillot. C'est pas un projet facile parce qu'on a de l'électronique, mais elle doit pouvoir tenir dans un environnement qui est très hostile. Battements du cœur et respiration sont mesurés. L'idée est de développer un produit plus pratique que les différents outils de monitoring déjà existants sur le marché. Ce que nous essayons de faire, c'est un système qui est vraiment très abordable, mais aussi quelque chose que l'on oublie. Une fois que l'on l'a enfilé, on oublie qu'on le porte et ce n'est pas la même interaction que l'on aurait avec un dispositif, je ne vais pas dire gadget, mais un dispositif portable un peu plus grand public. Ce prototype sera testé sur le rallye du Maroc en octobre, puis sur le Dakar en janvier 2022. En sport, en hockey sur glace, un exploit hier soir, celui du HC Ajoie. Le club jurassien, néo-promu en Ligue nationale, a battu le champion suisse Zug, Isabelle Musy. C'était un peu David contre Goliath hier soir à Zug. Sur le papier, le duel s'annonçait déséquilibré entre le HC Ajoie de Gary Sheehan, néo-promu et lanterne rouge du classement, et Zug, le champion suisse en titre, prêt à rouler des mécaniques. Mais si Zug met très vite la pression à son adversaire, Tim Wolf, le gardien jurassien, sort les crocs pour protéger sa cage. Et contre toute attente, c'est Ajoie qui ouvre le score dès l'entame du deuxième tiers, un tir du Canadien Jonathan Hazen. Et alors que Zug a repris l'avantage avec 2 buts coup sur coup pour mener 2-1, les jurassiens créent la surprise. En s'offrant l'égalisation à 1 minute et 30 secondes de la fin du match, grâce à un but de Hazen encore. Et en prolongation, le tir du top scorer Ajulo Froissart trouve le patin de Uli Hubert qui plonge son club dans l'euphorie d'une victoire 3-2 sur la glace du champion suisse. Un des plus beaux succès du club Ajulo et surtout une victoire qui va faire du bien au moral en ce début de saison compliqué. De son côté, le HC Bienne a confirmé son statut de leader du championnat. Les Zélandais se sont imposés 4-3 après prolongation à Berne. Avec 8 victoires en 8 matchs, le HC Bienne continue son début de saison de rêve et pourrait égaler le record de Genève Servette en 2012, qui avait démarré le championnat avec 9 succès d'affilée. Et Fribourg-Gotteron s'est imposé 3-1 dans le duel roman qui l'opposait à Genève-Servette hier soir à la patinoire des Vernets. Avec ce succès, les Fribourgeois ont mis fin à leurs 4 défaites consécutives. Les Genevois, en revanche, ont encaissé un 4e revers d'affilée.
Tout de suite, les meilleurs moments de couleurs locales. Fabienne Bormianco-Carella et Manon Germont sont vos guides cette semaine. Regardez. Bonsoir et bienvenue, je suis ravie de débuter cette semaine en votre compagnie. Couleurs locales vous emmène en balade au départ de Motier dans le Val de Travers pour un lundi du jeûne gourmand. C'est un jour férié dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Donc après la traditionnelle tarte aux pruneaux dominicale, une dizaine d'artisans et restaurateurs invitent le public à déguster des spécialités du terroir local et régional au cours d'une promenade le long de la Reuse. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine du goût qui débute aujourd'hui. De quoi titiller vos papilles. Bonjour, bienvenue. On augmente à présent la cadence de notre balade. Nous partons en randonnée avec un accompagnateur en montagne. Il nous emmène sur un sommet du Jura vaudois et partage avec nous ses connaissances et ses anecdotes. Nous voilà arrivés au sommet de la Dent de Vaulion. Une figure emblématique de la Dent de Vaulion, c'est évidemment le lac de Joux que l'on a ici. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire la joue. En fait, c'est un mot de vieux français qui signifie tout simplement la forêt. La Dent de Vaulion a été visitée en 1779 par Goethe dans le cadre de son deuxième voyage à travers la Suisse, où il était parti de Bâle, il avait longé le Jura, et il s'était établi quelques jours au pont, où on lui avait recommandé de gravir la Dent de Vaulion. Donc il y a des magnifiques descriptifs dans ses lettres de la Suisse, deuxième édition. Donc nous sommes toujours à la Dent de Vaulion, mais simplement un tout petit peu en dessous de la Dent de Vaulion, plutôt du côté de la paroi qu'on voit bien de loin. Et c'est dans ces parois-là que, XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu plusieurs ruées vers l'or, basées sur des rumeurs où les gens ont commencé à creuser des galeries de mines, dans l'espoir de trouver des pépites d'or. Or là, on est dans un terrain calcaire, donc absolument aucune chance de pouvoir trouver de l'or. Dans les pâturages, on a ce reste de fleurs qu'on appelle le chardon carline. Pendant les périodes de disette, cette plante-là, cette fleur-là a été mangée comme un artichaut. C'est vraiment la même famille que les artichauts. Donc voilà, Dent de Vaulion, comme on peut le constater, c'est un sommet qui est passablement fréquenté puisqu'il est facile d'accès, que ce soit à pied du pont ou bien en montant en voiture au chalet de la Dent. Mais en même temps, ça reste un endroit magnifique avec des points de vue magnifiques et plein de choses à découvrir pour qui sait regarder. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Espace Gruyère qui est en pleine effervescence à l'occasion d'un concours de beauté un peu particulier, celui de taureaux de la race laitière. Il s'agit de la 121e édition du marché concours de Bulle qui réunit la crème de la crème. 176 taureaux issus des meilleurs élevages de Suisse qui vont défiler pour tenter de décrocher le titre de champion suprême.
Sont pris en compte des critères esthétiques mais aussi génétiques. Nous mettons le cap à présent sur la Veuvez dans le sud du canton de Fribourg dans le cadre de notre chronique Nom de lieu. La commune de la Verrerie porte plutôt bien son nom. Son ancienne usine de verre a attiré un certain Jean Tinguely, Julien Rennes et Clémence von Lanten. Ah, vous vous trouvez dans une nouvelle commune fribourgeoise, c'est très récent, 1804, qui s'appelle la Verrerie. Il y a eu donc vraiment une fabrique de verre qui a duré, la fabrique, elle a duré un siècle. En 1860, il y avait plus de 130 ouvriers, en général des fribourgeois de la région, et puis ils faisaient 1 million de bouteilles par année. Ils livraient surtout leurs bouteilles aux Vaudois, enfin à la partie romande des vignes. Jean Tinguely, qui va donc acheter la verrerie en 1988, et il en fera son atelier. Et mieux, il aurait aimé que la verrerie soit, comment dirais-je, le témoin de ses dernières œuvres. Le fameux musée Tinguely, pour résumer, qui est à Bâle, aurait dû être à Fribourg. Il va dire cette parole que je trouve formidable, et c'est Tinguely. Vous savez, Salvador Dali disait « Le centre du monde se trouve à la gare de Perpignan ». Eh bien, il avait tort. Moi, je dis que le centre du monde se trouve à la Verrerie. Bonsoir, ravi de vous accueillir dans cette émission. Nous sommes à Saint-Luc en Valais et nous allons parler de la réhabilitation de ce bis. Il faut s'imaginer que pendant près de 40 ans, l'eau ne coulait plus ici et d'importants travaux ont été effectués. Il se termine ces prochains jours. Ce bis servira à l'agriculture et sera un véritable atout touristique pour la région. Et après l'eau, on va s'intéresser à un autre cadeau de la nature, les oiseaux. Des passionnés d'ornithologie ont rédigé un nouvel ouvrage et recensent notamment les plus beaux endroits de Suisse romande pour observer différentes espèces. Anne-Katia Marchon. Ce serait sympa de voir des guifettes. Ils sont jeunes et férus d'ornithologie. De leur passion est né un livre qui recense 120 endroits de Suisse romande pour faire connaissance avec l'agent télé. Le but, en fait, c'est d'inviter la population, vraiment un large public, à sortir de chez soi et puis d'aller à la rencontre des sites naturels en Romandie et aux abords de la Suisse romande pour découvrir en particulier les beautés ornithologiques de nos régions, mais aussi la nature en général, les plantes, les insectes, les animaux, etc. Commencé en 2014, ce livre réalisé par des bénévoles s'inspire d'un précédent ouvrage paru il y a 15 ans. Entièrement remanié, il propose de nouveaux sites et détaille la grande diversité des oiseaux qui nichent dans nos contrées. Sur finalement un territoire assez restreint, on a des milieux lacustres, on a des milieux de plaine, on a les préalpes, on a des cimes qui montent jusqu'à 4000 mètres dans les Alpes. Donc on a vraiment une variété de milieux naturels qui est très diversifiée et qui permet d'avoir un grand nombre d'espèces observables. Didactique, l'ouvrage contient des QR codes qui donnent de nombreuses informations complémentaires. Ces QR codes, en fait, ils rendent le livre plus interactif puisque on peut les scanner et ils vont nous amener directement vers la liste des observations du Bon Coin des derniers jours. Donc on peut comme savoir quels oiseaux ont été vus les derniers temps à l'endroit où on se promène. Une passion commune pour les oiseaux que les trois compères ont depuis l'adolescence. J'ai commencé avec des amis, je les suivais sur le terrain, ils me disaient quoi regarder. Et puis petit à petit, on se prend au jeu. On va les chercher tout seul, on achète des jumelles, un appareil photo et puis on ne peut plus s'en passer, c'est tous les jours. On fait des voyages pour aller les chercher, on se lève tôt le matin. C'est un virus. C'est un virus, c'est une passion.
Grâce au travail de ces jeunes ornithologues, grèbe huppée et quantité d'autres espèces lacustres ou des forêts seront facilement à portée de vue. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Claudia Mélangeois d'Issavoie. Et puis, faut pas croire, je vous retrouve à 19h30. Très bel après-midi. Suivez l'information en continu sur RTS Info.